Alors, je travaille à l'écouter. Alors, je vous demanderai de vous lever debout pas loin de la personne. Merci, et vous asseoir. Alors, bienvenue à la séance de conseil du 25 mai. Alors, est-ce que nous avons des appels nouvelles? Je n'ai pas la fin nouvelle de mon côté. De mon côté, donc, l'avis d'un sujet, puis, le sujet s'intitule Avis d'intérêt au programme de décarbonation et d'amélioration de la performance énergétique Éco-Énergie 360 de la Fédération québécoise des municipalités. Fais-tu la séance, je vais te le proposer. Je propose. Alors, vous êtes tous dans la séance de l'ordre du jour, alors j'aurai besoin de le proposer. Je propose. Donc, point numéro 3, présentation à la santé publique. Alors, 3.1, Assemblée publique de consultation sur le projet d'événement numéro V640. J'inviterai M. Pillon, s'il vous plaît. Donc, bonsoir. Bienvenue à l'Assemblée publique de consultation pour le projet de règlement V640 relatif à l'occupation et l'entretien des bâtiments. Le projet de règlement a été adopté le 13 avril dernier et donc on devait fixer une soirée d'assemblée de public de consultation pour présenter le contenu du règlement. Donc, le but du règlement. Le règlement lui-même prévoit des modalités relatives à l'entretien de certains bâtiments qui sont érigés sur le territoire de la ville de Donnacona pour les maintenir en bon état et préserver leur détérioration et en prolonger leur durée de vie. En fond, c'est suite à l'adoption du projet de loi 69 que le gouvernement a imposé à toutes les municipalités avant le 1er avril 2026 d'entamer et d'adopter des processus pour adopter un règlement sur ce sujet pour s'assurer finalement du maintien là, du cadre bâti et de l'entretien des immeubles sur leur territoire. Donc, dans ce cas-ci, les objectifs principaux du règlement sont de favoriser un entretien adéquat des immeubles patrimoniaux et des bâtiments situés à l'intérieur des secteurs d'intérêt historique identifiés au plan d'urbanisme et qui sont aussi compris dans les secteurs assujettis au PIA. C'est aussi de maintenir la qualité des bâtiments destinés à l'habitation pour assurer la sécurité et le confort des occupants tout en sécurisant les bâtiments vacants afin de préserver leur détérioration étant inoccupés. Donc, le champ d'application, le territoire visé au niveau des normes relatives à l'entretien des bâtiments, non pas de leur occupation. On va faire la distinction un petit peu plus loin. Donc, c'est l'ensemble du territoire de la ville de Donnacona qui est visé par le règlement. Par contre, on cible certains bâtiments qui sont vraiment assujettis aux normes d'entretien. Donc, on vise surtout, uniquement les catégories de bâtiments qui sont présentées ici. Donc, soit les immeubles patrimoniaux qui sont cités en vertu de la loi sur le patrimoine culturel. Donc, justement, la loi qui vient imposer aux municipalités l'obligation d'adopter un tel règlement pour protéger le cadre bâti. Dans ce cas-ci, sur notre territoire, nous n'avons pas de bâtiments patrimoniaux cités en vertu de la loi, mais si jamais il y en avait, bon, ils seraient évidemment assujettis au règlement. On vise aussi les immeubles situés dans un site patrimonial, situé encore une fois en vertu de la loi sur le patrimoine culturel. Encore une fois, on n'a pas de tels immeubles, mais les prochaines catégories, on a des immeubles dans chacune d'elles. On vise aussi les immeubles inscrits dans l'inventaire patrimonial bâti de la MRC de Portneuf, donc qui a été initialement adopté là, autour de 2013-2014 et qui sera renouvelé là, ou mis à jour là, présentement là, au printemps 2026.
Ensuite, on vise aussi un bâtiment inscrit sur la liste des bâtiments d'intérêt patrimonial du règlement de zonage V539, donc notre règlement de zonage, et les bâtiments relatifs au PIA. On vise aussi les bâtiments principaux et complémentaires compris dans notre territoire d'intérêt historique, qui sont identifiés à notre plan d'urbanisme. Donc, dans ce cas-ci, le quartier des Anglais, le secteur du Ville-de-la-Cona et l'ensemble historique des Écureuils, plus à l'est de la ville vers Neuville. Et on vise aussi tous les bâtiments principaux et complémentaires qui sont compris dans un secteur assujetti au règlement sur les PIA, donc le plan d'intégration et d'adaptation architecturale du V549 de la ville de Donnacona. Donc, ça c'est quand même relativement beaucoup de bâtiments, sauf et toutes les autres sont exclus là, de l'intérieur de ce règlement-là. Du moins, pour le moment, la ville pourrait faire le choix éventuellement d'assujettir tous les bâtiments de son territoire. Les normes relatives à l'entretien, donc il est interdit de laisser détériorer ou de se laisser détériorer un bâtiment et on doit maintenir en bon état toutes les composantes d'un bâtiment qui sont citées par le règlement et qui sont mentionnées un petit peu plus loin dans les articles. Donc, pourquoi toutes les composantes d'un bâtiment doivent être maintenues en bon état pour remplir les fonctions pour lesquelles ils ont été conçus. Donc, c'est une obligation du propriétaire afin de protéger le bâtiment contre les intempéries, préserver son intégrité de sa structure et assurer la sécurité des occupants. Les composantes suivantes d'un bâtiment qui sont endommagées, défectueuses ou affectées par la pourriture ou démolissure doivent être réparées ou remplacées. On parle de la structure, l'enveloppe extérieure, donc fondation, ouverture, revêtement extérieur, les parties saillantes, les murs et plafonds, les planchers, les équipements. Quand on parle d'équipements, c'est équipements de tout ce qui est mécanique intérieure, donc chauffage, ventilation, climatisation, plomberie. Donc, et pourquoi? Ben, en gros, c'est qu'un bâtiment est beaucoup plus facile à maintenir en bon état quand on l'entretient régulièrement et non pas qu'on le laisse se détériorer et que des dommages plus importants et irréversibles l'endommagent et font que, évidemment, son coût d'entretien à long terme devient beaucoup plus important que si on avait un entretien régulier. Donc, c'est l'objectif derrière que le gouvernement avait derrière la tête. C'est pourquoi quelques villes au Québec en avaient depuis plusieurs années, puis de plus en plus maintenant avec cette obligation-là. Toutes les villes maintenant auront le devoir de suivre l'état des bâtiments sur leur territoire. Donc, certains éléments sont plus spécifiques aux bâtiments patrimoniaux. Donc, les systèmes de chauffage dans les bâtiments patrimoniaux doivent maintenir le bâtiment à une température d'au moins 10 degrés Celsius et un taux d'humidité relative inférieur à 65 degrés. 65% pour s'assurer d'éviter la création de moisissures. Les parements et surfaces extérieures sont souvent la protection la plus importante finalement, pour protéger un bâtiment, encore plus un bâtiment patrimonial, parce que ce sont souvent des murs anciens, des matériaux anciens. On doit les maintenir en bon état pour s'assurer que l'intérieur et l'intégrité du bâtiment se maintiennent. Les composantes ornementales, dans un bâtiment patrimonial, évidemment, ce sont souvent des composantes importantes parce que c'est ce qui donne le cachet, c'est ce qui rappelle l'époque. C'est ce qui rappelle aussi son style architectural. Donc, on doit s'assurer de les maintenir en bon état. Donc, par de l'entretien, par des travaux de peinture, de rénovation, de réfection. Donc, on peut parler ici de, comme par exemple, des volets sur les ouvertures, des garde-corps pour les galeries, les corniches au niveau des toitures, ou encore des éléments comme des colonnes ou des chambranles, qui sont souvent les planches, les ornementations qu'on voit autour des fenêtres et des portes. Donc, au niveau de l'occupation du bâtiment, ici, on fait la distinction. Donc, on entretient, mais on doit aussi s'assurer d'avoir des normes pour maintenir l'occupation de certains types de bâtiments. Dans ce cas-ci, on vise l'ensemble du territoire à nouveau. Donc, on vise à la fois tous les bâtiments d'habitation et tous les bâtiments vacants. Donc, au niveau des bâtiments d'habitation, je ne rentre pas nécessairement dans tous les détails techniques et des normes, mais on vise évidemment que le système de chauffage doit demeurer fonctionnel, donc pour s'assurer qu'il puisse maintenir les bâtiments au moins à 20 degrés Celsius en tout temps. Alors, on ne parle pas des bâtiments vacants, mais vraiment des bâtiments d'habitation habités. Le système d'éclairage doit s'assurer que toutes les pièces habitables puissent être éclairées. Les équipements de base, comme un lavabo, par exemple, une baignoire, une douche, un évier, doivent toujours être présents dans un bâtiment où un logement peut être habité avec des prises électriques, par exemple, dans la cuisine pour un appareil de cuisson intérieur. Le système d'alimentation en eau potable doit toujours être fonctionnel, de même que le système de plomberie d'évacuation des eaux usées. Au niveau de la ventilation, une salle de bain doit toujours être pourvue d'une ventilation mécanique, à moins qu'une fenêtre soit présente pour permettre cette ventilation. Et une cuisinière dans la cuisine doit être munie d'une installation de ventilation mécanique expulsant l'air à l'extérieur, à moins qu'il y ait un système qui le recycle à ce moment-là avec un filtre à graisse ou à charbon en bon état.
Au niveau des bâtiments d'habitation, le dernier, c'est les ouvertures. Donc, les parties mobiles doivent être maintenues fonctionnelles, comme la porte d'entrée du logement doit être munie d'un mécanisme de verrouillage empêchant l'intrusion et assurant la sécurité des occupants. Au niveau des bâtiments vacants, il y a quelques normes aussi qui doivent être suivies pour s'assurer que les bâtiments vacants ne nuisent pas à la fois à la sécurité des gens qui habitent autour, mais aussi est-ce que ces bâtiments-là même ne se détériorent pas dans le temps. Donc, les bâtiments doivent toujours, vacants doivent toujours être protégés à l'effraction, donc doivent être fermés et les portes d'entrée verrouillées pour limiter l'accès et les accidents. Et, ils doivent être placardés. Donc, à ce moment-là, si un bâtiment endommagé doit être clos ou barricadé pour éviter justement, encore une fois, les accès non souhaités, puis les accidents, considérant que c'est la responsabilité du propriétaire de maintenir ce bâtiment-là protégé et sécuritaire. Tout comme toute partie endommagée de ce même bâtiment doit être placardée ou encore protégée le temps d'être réparée dans un délai raisonnable. L'accès principal du bâtiment, même vacant, doit toujours être libre d'accès à partir de la voie publique. Et les systèmes d'alimentation en eau, donc, il doit être fermé et drainé si le bâtiment est vacant, sauf s'il y a le système de chauffage qui lui permet justement d'être chauffé ou encore le système de protection incendie est alimenté par l'eau. Et les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation doivent être évidemment fonctionnels, mais doivent aussi chauffer le bâtiment vacant, même s'il n'est pas habité, entre le 31 octobre et le 30 avril, au moins à 10 degrés, pour, encore une fois, assurer sa protection et le maintenir en bon état. Donc, au niveau des obligations, comment on applique le règlement? En réalité, quelles sont les obligations des propriétaires ou et des occupants? Donc, en tout temps, pour l'application de ce règlement, les propriétaires et les occupants doivent donner accès aux fonctionnaires désignés aux immeubles visés par le présent règlement pour que celui-ci puisse en effectuer les vérifications prévues au règlement. Donc, l'examiner, le visiter. Et les occupants et propriétaires présents doivent répondre aux questions du fonctionnaire désigné pour pouvoir appliquer, encore une fois, les normes prescrites dans ce règlement. Lors de sa visite, le fonctionnaire désigné, donc généralement l'inspecteur municipal ou encore toute autre personne désignée par le conseil municipal, peut effectuer les tâches suivantes. Donc, prendre des photographies, enregistrement sonore, prélever des échantillons ou, pour des analyses, effectuer des essais ou relevés techniques, exiger la production de livres, registres ou documents, et ensuite exiger la production d'analyses par une personne compétente sur la sécurité, le bon fonctionnement ou la conformité de certaines parties du bâtiment, évidemment dans le cas de doute lors de sa visite. À ce moment-ci, pour agir et demander certaines corrections, le fonctionnaire désigné doit transmettre un avis de non-conformité par écrit pour expliquer les non-conformités au présent règlement et les travaux qu'il devra effectuer pour s'y conformer. L'avis écrit doit, comme je l'ai dit, préciser les travaux à réaliser dans un délai spécifique. Et le délai, s'il ne peut pas être respecté par le propriétaire, parce que pour différentes raisons, le propriétaire doit en faire la demande par écrit pour expliquer les motifs. Parfois, des travaux, par exemple, très importants sur la structure, par exemple, peuvent nécessiter des études, des analyses, peuvent nécessiter des travaux importants, monter un budget aussi, etc. Donc, sur présentation d'explication, l'inspecteur peut accepter ces motifs et prolonger le délai jusqu'à 12 mois. La personne s'engage par écrit à ce moment-là à réaliser les travaux à l'intérieur du délai additionnel qui lui est accordé. Donc, les pouvoirs de la municipalité, enfin, pour que la ville puisse, à la limite, même aller plus loin, dans le cas de non-respect de la réglementation ou de non-collaboration des propriétaires et occupants visés par le présent règlement, la ville a différents pouvoirs pour agir. Hein. Donc, elle peut d'abord, si les travaux ne sont pas réalisés ou encore qu'il n'y a pas de collaboration de la part des principaux intéressés, elle peut inscrire un avis de détérioration au registre foncier. À ce moment-là, la ville devra en informer le propriétaire dans les 20 jours qui suivent l'enregistrement, avec les détails de l'immeuble et les travaux à effectuer. Dans le cas où le propriétaire se conformerait finalement à l'avis de détérioration et avec l'infraction qui lui aurait été transmise concernant les travaux effectués, le fonctionnaire désigné peut constater les travaux réalisés et ensuite résilier l'avis de détérioration en émettant un avis de régularisation qui, encore une fois, au registre foncier, viendra retirer finalement et inscrire que les travaux ont été complétés à la satisfaction du règlement. Il y aura encore une fois 20 jours pour en aviser le propriétaire de la ville, évidemment, ou le fonctionnaire désigné. Et le règlement
Et la loi aussi, en fait, elle impose que l'application des avis soit faite via une liste qui est montée par la ville et qui est publiée sur son site Internet avec tous les renseignements qui sont inscrits dans les avis de détérioration. En cas vraiment de non-collaboration, la Ville, dans des cas exceptionnels, pour des bâtiments patrimoniaux plus souvent, pourrait décider, après 60 jours, si les travaux exigés dans la détérioration ne sont pas exécutés, d'acquérir l'immeuble de gré à gré ou par expropriation. Évidemment, là, dans le règlement, il y a certaines conditions. C'est un pouvoir quand même exceptionnel et peut-être un petit peu plus complexe, mais la possibilité, elle est là et c'est un pouvoir que la Ville a pour pouvoir s'assurer du maintien du cadre bâti sur son territoire. Et finalement, dernière section de la présentation, c'est les dispositions finales. Donc, évidemment, dans le cas de non-respect du règlement, la Ville peut évidemment aller se rendre jusqu'à émettre des avis d'infraction, mais aussi constat d'infraction, donc des amendes, des pénalités. Dans les recommandations, les modèles qu'on a pu lire très souvent au niveau des modèles qui nous avaient été présentés, les amendes, évidemment, considérant qu'on demande des travaux qui sont souvent relativement dispendieux, mais des amendes comme on a actuellement de 3, 4, 500 $, c'était relativement non recommandé parce que ce n'était pas assez convaincant finalement pour faire agir les gens et être dissuasif dans l'application du règlement. Donc, les amendes minimales, dans ce cas-ci, ont été recommandées à une amende minimale de 1 000 n'excédant pas 10 000 pour une première offense pour une personne physique et pour une personne morale, donc une entreprise, entre autres, on double ces peines. Pour un immeuble patrimonial, encore une fois, il y a des dispositions dans le modèle du gouvernement, mais aussi dans les recommandations. Il y a évidemment avec des peines un peu plus sévères, considérant à la fois le coût des travaux qui sont généralement plus élevés, mais aussi pour montrer l'exemple et s'assurer que les bâtiments patrimoniaux sur le territoire soient protégés. Donc, des peines débutant pour une personne physique à 2 000 n'excédant pas 250 000 et 4 000 n'excédant pas à nouveau 250 000 Encore une fois, pour une personne morale, la peine minimale est dans ce cas-ci doublée. Une disposition plus administrative, si un avis de détérioration était inscrit au registre foncier et qu'il y avait un changement de propriétaire par la suite, l'avis de détérioration se maintient. Donc, le nouveau propriétaire, ayant un immeuble qui était soumis à un avis de détérioration, devient autant responsable que le propriétaire précédent d'intervenir et de régler la problématique soulevée par le règlement sur l'entretien et l'occupation des bâtiments. Ensuite, si une disposition plus technique, là, en réalité, c'est que si quelconque personne empêche le fonctionnaire d'effectuer son travail, il est passible aussi d'une amende de rien de 300 à 600 $. Donc, il l'empêche d'accéder au terrain, ne répond pas à ses questions, l'empêche d'exécuter les tâches qu'on a mentionnées plus tôt, comme prendre des photos pour s'assurer du respect de l'ensemble des normes du règlement et de la protection du bâtiment. Et encore une fois, en cas de dernier recours, très souvent, la Ville pourrait s'adresser à la Cour supérieure pour exiger la réalisation des travaux aux frais du propriétaire. Donc, voilà, ça complète la présentation du projet de règlement sur l'entretien et l'occupation des bâtiments. Avant de passer au prochain règlement, je veux juste mentionner que le règlement B640 n'est pas un règlement qui est susceptible d'approbation supplémentaire. Donc, suivant la tenue de l'Assemblée publique ce soir, dès ce soir, s'il n'y a pas de modification apportée, le Conseil peut adopter le règlement final. Et il sera ensuite transmis à la MRC pour faire l'objet d'approbation. C'est un règlement d'urbanisme et il faut le certificat de conformité mis par la MRC pour C'est. On va passer au point 2. L'Assemblée publique de consultation, cette fois-ci pour le projet de règlement numéro V539-16. Donc, à nouveau, bonsoir. Deuxième Assemblée publique de consultation, cette fois-ci pour le projet de règlement V539-16. Donc, le projet de règlement qui est moitié le règlement de zonage V539. Donc, le premier projet a été adopté le 27 avril dernier et à nouveau, là, on devait fixer une date d'Assemblée publique de consultation pour vous présenter les grandes lignes du projet de règlement. Celui-ci sera relativement plus court, donc c'est une disposition, principalement une ou deux dispositions qui sont moitié au niveau du règlement de zonage.
Donc, le titre du règlement résume assez bien là, en fait, ce qui serait modifié au règlement du zonage. Donc, il vise à autoriser un nouvel usage et augmenter l'indice d'occupation du sol à l'intérieur de la zone agricole dynamique A13, qui est une zone agricole dynamique là, pas très loin de la limite avec la ville de Neuville. Donc, en gros, les objectifs du règlement sont de modifier la grille des spécifications de la zone A13 pour permettre des activités associées à un service d'entrepreneurs en aménagement paysager, en excavation et en déneigement, en plus des activités agricoles et usages commerciaux qui étaient déjà autorisés dans cette grille-là et dans cette zone-là. Donc, dans soit la vente de produits agricoles, vente d'armes et articles de jardinage, travaux d'aménagement aussi à un certain niveau et d'augmenter à cette même grille l'indice d'occupation au sol de 20 à 40 Donc, ça, c'est l'occupation au sol de l'ensemble des bâtiments sur un terrain. Donc, on fait monter l'indice d'occupation pour l'addition de tous les bâtiments sur ce terrain-là de 20 à 40 pour prendre en compte la nature du projet qui a été soumis. Donc, brièvement, des explications qui supportent cette demande. Donc, une demande de modification au règlement de zonage a été déposée à la Ville par une entreprise spécialisée dans les travaux d'aménagement paysager. L'entreprise a le projet de regrouper sur ce site adjacent à la route 138 ses activités pour les consolider qui avant étaient opérées, ce bâtiment-là et ce site-là, par une ancienne coopérative agricole. Donc, il est jugé à travers le projet qui nous a été soumis à nous et à la MRC qu'il n'est pas susceptible d'engendrer des impacts additionnels comparativement aux usages qui avaient déjà été exercés sur ce site, ni de créer de problèmes de cohabitation avec les activités agricoles qui sont présentes dans le secteur. Donc, on se rapproche un peu de l'activité qui a été dans le bâtiment-là sur ce site-là pendant plus d'une trentaine d'années. Le Conseil formule son appui à cette initiative dans la réalisation qui favorisera la cohabitation et la réhabilitation du site en réutilisant et en rénovant des vieux bâtiments qui se prêtent bien à l'implantation d'activités projetées pour cette entreprise. Donc, ça nous a été présenté, très bien reçu, un projet là, qui, comme on le dit là, ici, va venir réhabiliter un site qui est là, depuis longtemps abandonné et qui mériterait là, finalement d'être redéveloppé. Le projet a été présenté et sera bientôt soumis aussi à la MRC. Donc, en gros, les motivations qu'on a apportées, c'est l'ajout dans la grille des spécifications de cette zone spécifiquement. Donc, la colonne, les articles en jaune que vous pouvez voir à l'écran, là, ce sont les zones qui sont modifiées. Je vais me rapprocher là, sur les prochaines diapositives. Donc, on venait, comme on le disait, rajouter une activité, donc l'usage comme on le voit ici, des services d'entrepreneurs en aménagement paysager, en excavation et en déneigement, avec une note dans la zone. Donc, on ne voulait pas élargir de manière importante le nombre d'activités en ajoutant une catégorie complète d'activités dans cette zone-là pour justement limiter le plus possible la modification au projet qui a été soumis pour justement être en mesure de cerner et de s'assurer de protéger le milieu agricole autour en ayant vraiment une très bonne idée de ce qui allait s'implanter sur ce site-là. Et on vient aussi augmenter, considérant le type d'activité qui est projeté de faire, donc d'ajouter des serres, d'ajouter des bâtiments pour protéger les tracteurs et camions de l'entreprise, mais aussi des activités de vente de produits agricoles et d'aménagement paysager. Donc, d'augmenter le nombre au niveau de l'occupation du sol de 20 à 40 Donc, dans la grille des spécifications, là, on le voyait les deux diapos avant, il y a deux grilles de spécifications par zone. On a ici la zone A13 là, qui est modifiée avec ces deux notes-là pour faciliter l'ajout du projet et par la suite la ville pour ensuite, avec le promoteur, là, approcher éventuellement d'autres instances pour faire autoriser le projet. Mais c'était la position qu'on voulait apporter là, pour répondre à la demande d'amendement au règlement qui a été soumise à la municipalité. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des commentaires. Merci. Mon côté, comme c'est un règlement qui est susceptible d'approbation référendaire, on va juste survoler un peu les éléments au niveau de l'approbation référendaire. On va juste faire la présentation.
Peut-être pas optimal, enfin. Comme je disais, c'est un règlement modificatif de zonage, c'est un règlement qui est susceptible d'approbation référendaire. Donc, rapidement, c'est un règlement qui est assez succinct, donc il y a deux éléments, deux changements. Donc, la modification des grilles de spécification du règlement de zonage va permettre les activités associées à un service d'entrepreneur en aménagement, en paysager, en excavation et en déneigement à l'intérieur de la zone agricole dynamique A13 et finalement modifier la grille de spécification pour l'indice d'occupation. Donc, c'est le cheminement. Donc, on est ce soir à l'Assemblée publique de consultation du 25 mai. Selon les commentaires reçus dès ce soir, le Conseil peut adopter le deuxième projet de règlement numéro B539-16. Suivant l'adoption de ce deuxième projet de règlement-là, il y aura un avis public là, qui paraîtra selon la publication officielle, donc sur le site Internet, là, ici à l'Hôtel de Ville, pour informer les personnes que ça concerne de la possibilité là, de demander l'approbation référendaire. Donc, dans l'éventualité où le règlement est ce soir, là, vraisemblablement mercredi le 27 mai, il y aura un avis public là, qui paraîtra concernant cette approbation référendaire du règlement des 539-16. Donc, l'avis public là, annoncera sera publié sur le site Internet, comme je le disais. Il va prévoir les procédures pour les personnes qui désirent déposer, qui désirent qu'une ou des dispositions. Dans le présent cas, il y en a deux, soit soumises à une approbation référendaire, on va registre ultimement même un référendaire. Pour être valide, donc, une demande doit indiquer clairement la disposition qui fait l'objet de la demande ainsi que la zone d'où elle provient. Donc, on doit spécifier l'une ou l'autre des dispositions. Elle doit être reçue au plus tard le 8e jour qui suit celui où l'avis public est publié. Donc, dans le présent cas, si l'avis public est publié mercredi de cette semaine, donc le 4 juin, sur la date limite pour recevoir une demande. La demande doit être signée par au moins 12 personnes de la zone ou la majorité des personnes s'il y a moins de 20 personnes dans une zone. On va voir les zones en question un peu plus loin. Donc, si une demande valide est reçue, le Conseil peut soit décider d'abandonner la disposition qui fait l'objet de la demande. Ce serait à ce moment-là la séance du 8 juin, ou poursuivre la procédure par la tenue d'un registre, puis tenir un référendum si nécessaire pour les personnes des zones concernées et des zones voisines pour lesquelles une demande valide a été reçue. Donc, tu peux faire une demande, ça se rapproche un peu là, des éléments au niveau de la capacité des lecteurs. Donc, une personne physique qui est le 25 000 est un genre qui est dans la table de référence, qui serait domicilié dans les zones concernées et continue depuis au moins 6 mois au Québec, majeure citoyenneté canadienne ne doit être en curatelle, évidemment, ne doit être frappée une incapacité de voter. Évidemment, la personne ne doit être dans les zones physiques. Là. Ça peut être également un propriétaire d'un immeuble ou un occupant d'un établissement d'entreprise qui serait propriétaire d'un immeuble. Même chose pour propriétaire, pour occupant d'un établissement d'entreprise. Dans ce cas-là, il doit y avoir une procuration qui autorise l'un des deux à pouvoir faire une demande. Et finalement, même une personne morale pourrait être admissible à déposer une demande. Dans ce cas-là, elle doit être autorisée à le faire en vertu d'une résolution de la personne en question. Donc, un petit survol des zones contiguës concernées. Donc, comme je disais, dans les deux cas, là, ça concerne la même zone, la zone A13. Dans les deux cas, là, c'est la même zone concernée dans la même zone contiguë. Donc, A13 est situé au nord de la route 138, à l'extrémité est du territoire, à la limite avec la ville de Neuville. Donc, pour ces modifications-là, demande peut provenir de A13, évidemment, et des zones contiguës qui sont autour, donc A12, A15 et B18. Donc, là, c'est sûr que sur la carte, je pense qu'à l'écran dans la salle, ça va être difficile. Mais on a A13 qui apparaît en rouge, donc qui est vraiment à la limite là, avec la ville de Neuville, la 138 étant sur la zone. On a ensuite B18 qui est le pénitencier, A12 là, qui est la zone agricole voisine et A15 qui est la zone en façade de l'autre côté de la 138. Donc, c'est une demande qui pourrait provenir de l'une ou de l'autre de ces zones. Je ne sais pas s'il y avait des questions ou des commentaires là, durant la procédure de l'approbation.
Ça complète. C'est pas pour avoir des commentaires sur dans la signature. Peut-être. Je ne sais pas s'il y a dans. Ça complète point numéro 3. En fait, je suis plus loin. Oui. Donc, si tu complètes les points numéro 3, point numéro 4, première période de questions, est-ce que vous avez des questions en ligne? Les gens jusqu'à 15 heures comme d'habitude et on n'a pas reçu de questions en ligne de la part des citoyens. Okay. Sur la salle? Okay. On va aller au point numéro 5, qui est administration, 5.1. Versement de la part de la ville à la bourgade de la commande dans le cadre du programme supplément loyer de la SHQ. Madame. Oui, considérant la fin de l'entente entre la ville de Donnacona, la Société d'habitation du Québec et la bourgade de Donnacona dans le cadre du programme de supplément de logement Accès Logis le 31 mars 2023, considérant que cette entente devra être renouvelée, considérant que les représentants de la bourgade ont déposé les états financiers de l'organisme pour l'année 2025, la résolution est de verser à la bourgade de Donnacona la somme de 943,20 $, représentant la part de la ville dans le cadre du programme de supplément de loyer pour l'année 2025. Autoriser cette dépense à même le poste budgétaire du Fonds général. Merci. Alors, j'entends la proposante. Je propose. C'est parfait. Quelqu'un est contre? Maintenant, 5.2. Signature de la convention d'aide financière entre la MAMACH et la ville de Donnacona dans le cadre du programme Primo 2023-2033 pour le volet 2 du projet de réfection des infrastructures municipales d'une portion de la rue Notre-Dame. M. Jardin. Oui, donc, considérant le projet dont vous venez de faire mention de portion de la rue Notre-Dame, considérant la résolution numéro 2023-11-431, par laquelle le Conseil autorisait le dépôt d'une demande d'aide financière au programme Primo 2023-2033, volet 2 pour le projet. Considérant qu'on a reçu la confirmation de l'aide financière du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre de ce programme pour ce projet, et considérant la réception de la convention d'aide financière le 12 mai 2026, donc le but de la résolution de ce soir, que le Conseil approuve la convention d'aide financière entre le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et la Ville dans le cadre du programme Primo pour le volet 2 du projet de réfection des infrastructures municipales d'une portion de la rue Notre-Dame et que le Conseil autorise M. Jean-Claude Léveillé-Maire à signer au nom de la Ville cette convention d'aide financière. Merci. Un proposant? Je propose. Ouais. Quelqu'un est contre? Alors, c'est ce qu'on fait les points numéro 5. Point numéro 6, législation libre. Alors, 6.1, adoption du règlement numéro V640 relatif à l'entretien et l'occupation des bâtiments. Ingénieur. Donc, considérant le projet de loi 69 sanctionné par le gouvernement en 2021 qui visait à conférer des pouvoirs d'obligation aux municipalités pour favoriser la protection des immeubles patrimoniaux. Donc, ce projet de loi a notamment eu pour effet de modifier les pouvoirs habilitants des municipalités concernant l'adoption d'un règlement régissant l'occupation et l'entretien des bâtiments. Considérant que celui-ci prévoit l'obligation pour toutes les municipalités d'adopter un règlement relatif à l'entretien et l'occupation des bâtiments promis en ville et de maintenir en vigueur un tel règlement. Donc, considérant la tenue de l'Assemblée publique ce soir, la motion et le projet de règlement qui a été déposé lors de la séance du 13 avril, que le chef a déjà présenté en détail. Donc, ce soir, on est à l'adoption du règlement numéro V640 relatif à l'entretien et à l'occupation des bâtiments. Un proposant? Je propose. Quelqu'un contre? 6.2, adoption du deuxième projet de règlement numéro V539-16, modifiant le règlement V539 afin d'autoriser un nouvel usage et augmenter l'indice d'occupation du sol à l'intérieur de la zone agricole dynamique A13. Considérant que le règlement de zonage numéro V539 est entré en vigueur le 12 février 2014 et que le Conseil peut le modifier suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant la demande au règlement de zonage a été déposée par une entreprise spécialisée dans les travaux d'aménagement paysager, d'exploration et d'aménagement. Donc, considérant la tenue de l'Assemblée publique de consultation ce soir, donc la résolution que le Conseil municipal adopte
le deuxième projet de règlement numéro P539-16, modifiant le règlement du zonage numéro P539, afin d'autoriser un nouvel hiver et d'augmenter l'indice d'occupation du sol à l'intérieur de la zone agricole dynamique de 13. Un proposeur? Je propose. Monsieur Archibald. Quelqu'un est contre? Alors, 6.3. Formation préliminaire de droit superficiaire avec le service scolaire de Pont-Neuf dans le cadre de la construction d'un projet vélo-parc. Considérant que la Ville désire aménager sur son territoire des ouvrages, infrastructures, équipements ayant pour vocation une piste à rouleau, un skatepark ainsi qu'un terrain de basketball sur une partie du lot numéro 6 320 650 du cadastre du Québec appartenant au centre de services scolaires de Pont-Neuf. Considérant les discussions intervenues entre les parties entourant ce projet que celles-ci s'entendent pour procéder à l'établissement d'une propriété superficielle par cession du droit d'accession au sens des articles 11, 10 et suivants du Code civil du Québec, considérant la convention préliminaire de droit superficiel entre le Centre des services scolaires de Pont-Neuf et la Ville pointe à la présente résolution. Donc, la résolution que le Conseil municipal autorise la signature de la convention préliminaire de droit superficiel intervenue entre la Ville et le Centre des services scolaires de Pont-Neuf relativement à la cession du droit d'accession portant sur une partie du lot 6 320 650 du cadastre du Québec. Le Conseil municipal autorise M. Antoine maire et moi-même à signer au nom de la Ville cette convention. Proposeur? Je propose. Chef. Ce complète le point numéro 6, point numéro 7. Gestion contractuelle, alors 7.1, octroi du contrat pour le compensage de résidus de pavage à utiliser pour la réfection du stationnement en façade de l'aréna, ainsi que certains parcs et sentiers. C'est là. Oui, donc, considérant justement le projet de réfection du stationnement en façade de l'aréna qui est prévu au budget des immobilisations de la Ville, considérant le souhait de la Ville de récupérer les résidus de pavage provenant des travaux de réfection du boulevard Victorin et des rues Pagé, Mac et Boisvin, considérant que les résidus doivent être concassés afin de les rendre réutilisables pour la réfection du stationnement en façade de l'aréna et certains parcs et sentiers, on a reçu une offre de l'entreprise Transport Gilles Tessier Incorporé et considérant qu'en vertu du règlement numéro V578 sur la gestion contractuelle, la Ville peut conclure un contrat gré à gré. Donc, le but de la résolution est d'octroyer le contrat pour le concassage des résidus de pavage à l'entreprise Transport Gilles Tessier Incorporé pour un montant de 24 311,46 incluant les taxes, et d'autoriser la dépense du même montant avec le poste budgétaire du Fonds général. Un proposant? Je propose. Quelqu'un est contre? Complète le point numéro 7. Point numéro 8, urbanisme et développement économique, aucun point. Numéro 9, ressources humaines, aucun point. Alors, aller au point numéro 10 qui est autre sujet. Alors, 10.1, autorisation à Mme Geneviève Jolicoeur de l'entreprise Demain peut-être d'utiliser l'espace public situé devant le 226 rue Notre-Dame dans le cadre des événements sporadiques au cours de l'année 2026. Mme Pichetti. Considérant le projet de Mme Geneviève Jolicoeur de l'entreprise Demain peut-être d'utiliser l'espace public situé devant le 226 rue Notre-Dame pour l'organisation d'événements sporadiques au cours de l'année 2026, considérant les demandes d'usage temporaire déposées au service de l'urbanisme afin d'être autorisé à utiliser cet espace public, considérant que ces activités se dérouleront les fins de semaine selon la température de 10h à 16h et offriront des rendez-vous vibrants avec musique, créateurs locaux et l'ambiance festive du centre-ville, considérant que l'entreprise souhaite pouvoir utiliser l'espace public situé devant le 226 rue Notre-Dame pour la tenue d'événements sporadiques au cours de l'année 2026. Considérant que le conseil municipal est favorable à cette demande, la résolution est d'autoriser Mme Geneviève Jolicoeur de l'entreprise Demain peut-être à utiliser gratuitement l'espace public situé devant le 226 rue Notre-Dame pour la tenue d'événements sporadiques au cours de l'année 2026. Merci. Alors, Je propose. M. Patley. Quelqu'un est contre. Maintenant, 10.2. Participation au tournoi de golf Les Saveurs de Pont-Neuf, organisé par la Chambre de commerce de l'Est de Pont-Neuf. Alors,
Ensuite, est tenue le 11 juin prochain du tournoi de golf de Saveur de Portneuf, organisé par la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf. Considérant que le Conseil juge approprié de participer à ce tournoi, il est donc proposé ce soir de procéder à l'achat de 4 droits de jeu au coût de 954 pour le tournoi de golf Les Saveurs de Portneuf, organisé par la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf le 11 juin 2026. D'autoriser la trésorière et directrice des services administratifs au remboursement des dépenses encourues pour la participation à cet événement, s'il y a lieu sur présentation des pièces justificatives, et d'autoriser une dépense de 950 à même le poste budgétaire du Fonds général. Merci. Alors, un proposant. Je propose. D'abord. Quelqu'un est contre. Maintenant, 10.3, autorisation de l'organisme Licorne d'utiliser le stationnement public devant la Licorne dans le cadre de la fête du Halo. Madame Bouchon. Oui, considérant que l'organisme La Licorne organise le 10 juin prochain la fête du Halo, que l'organisme souhaite utiliser le stationnement public devant la Licorne pour la tenue de cet événement, considérant que le conseil municipal est favorable à cette demande, la résolution d'autoriser l'organisme La Licorne à utiliser gratuitement le stationnement public devant la Licorne pour la tenue de la fête du Halo du 10 juin prochain, d'autoriser le service des travaux publics à procéder à la fermeture du stationnement en prévision de cette fermeture et la signalisation appropriée. Merci. Le proposant. Je propose. Je veux juste ajouter, M. le maire, que le 10 juin, c'est la fin du Halo, mais c'est une fête qui s'adresse à tous. À partir de 11 h le matin, avec un dîner hot dog, de l'animation, la vraie salade de choux de Maman Gingras. Il y aura un vernissage aussi à l'intérieur. Il y aura un spectacle à chorale qui sera animé. Puis en même temps, c'est comme un peu la fin des rénovations de la bâtisse La Licorne. Alors les gens pourront se promener, aller voir. Puis il y aura une petite programmation là, qui sera annoncée à partir du 1er juin. Donc, ce sera allégé là, pour la période d'été, mais quand même, tout le monde est invité, vous êtes les bienvenus. C'est de 11 h à 16 h. Le 10 juin. C'est un mercredi. Merci de l'information. Alors, c'est du complet. C'est M. Archibald. Alors, c'est du complet le point numéro 10. Point numéro 11, deuxième période de questions. Questions? Non. Alors, nous allons aller à point numéro 12, affaires nouvelles, maître Chimère. Je peux répondre. Donc, le sujet s'intitule l'avis d'intérêt au programme de décarbonation et d'amélioration de la performance énergétique Éco-Énergie 360 de la Fédération québécoise des municipalités. Donc, considérant que la Fédération québécoise des municipalités a lancé Éco-Énergie 360 pour un programme de décarbonation et d'amélioration de la performance énergétique d'actifs municipaux. Considérant que dans le cadre du programme d'Éco-Énergie 360, la FQM offre aux organisations municipales des services clés en main et un financement afin de faciliter d'accélérer la mise en place de mesures d'efficacité énergétique et de décarbonation de leurs actifs municipaux admissibles. Considérant que la Ville de Donnacona a pris connaissance du programme Éco-Énergie 360, considérant que la Ville désire manifester son intérêt au programme, considérant que pour évaluer le potentiel de rénovation éco-énergétique des actifs municipaux dans le cadre du programme Éco-Énergie 360, les renseignements à l'égard de ces actifs doivent être colligés et analysés par la FQM et tous les fournisseurs désignés aux partenaires. Considérant qu'à la fin du processus de collecte, un rapport synthèse des données colligées sera remis à la Ville par la FQM. Ce rapport permet à cette dernière d'évaluer le potentiel de projet de l'organisation. Considérant que la Ville de Donnacona comprend que seront simultanément les ententes requises avec la FQM pour l'exécution d'un projet selon les paramètres du programme Éco-Énergie 360, conformément aux diverses dispositions légales applicables. Donc, la résolution est que le préambule fasse partie des grandes de la présente résolution, que la Ville de Donnacona déclare son intérêt au programme Éco-Énergie 360, que la Ville de Donnacona autorise la direction générale à signer l'autorisation de collecte de données se trouvant en annexe de la présente résolution et remplir toutes les formalités afin de gagner effet, d'effectuer toutes les démarches et interventions nécessaires et signer plus documents afin de donner effet à la présente résolution. Merci. Alors, je vous donne un proposant. Je propose. Alors, c'est ce qu'on fait le point numéro 12, 13. Point numéro 13, le dépôt des documents. Alors, c'est le dépôt des listes des déboursés du 30 avril au 20 mai. Alors, la liste des chèques émis pour un montant de 19 123,48
La liste des dépôts émis pour un montant de 871 079,14. La liste des prélèvements, voici 263 360, correction 354,52. 13.2, c'est le dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses du 30 avril. Oui, donc ça, comme à chaque année, la trésorière doit déposer, comme le prévoit le règlement numéro V625 qui décrète les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Donc, la trésorière dépose les états comparatifs des revenus et des dépenses de la ville au 30 avril 2026. Donc, c'est les documents. Oui, exactement, c'est un dépôt. À 13.3, le dépôt de la liste des personnes embauchées par le directeur des services des loisirs de la culture et de la vie communautaire, conformément au règlement numéro V601. Oui, donc, comme vous l'avez dit, conformément à l'article 6 du règlement V601 qui concerne la délégation au directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire du pouvoir de procéder à l'embauche de certains postes pour les besoins du service, Maître Gignac a déposé la liste des personnes embauchées, en fait, de la personne embauchée qui a été soumise par le directeur du service des loisirs, ainsi que le sommaire décisionnel qui a été préparé pour l'embauche. Donc, la personne suivante a été embauchée au poste de sauveteur national. Il s'agit de Léo Grenier. Sa rémunération est de classe 7 à l'échelon 1 pour un taux horaire de 21,89 $ de l'heure. C'est. Alors, point numéro 14, j'ai besoin d'un proposeur de lever de la séance. Je propose. Ceci complète la séance du Conseil du 25 mai. Merci.